La situation ne fait qu'empirer jour après jour, mois après mois, année après année. Les délais de paiement s'allongent au Maroc au risque de dégrader considérablement le tissu économique du royaume. Et rien ne semble pouvoir améliorer la situation. Le problème n'est toujours pas réglé malgré le forcing exercé par les pouvoirs publics. Alors quelles sont les causes réelles et exactes de cet échec? Sont-elles purement financières et économiques? Ou est-ce un phénomène et une problématique d'ordre moral? Nous allons en parler ce matin avec nos deux décodeurs. Amine Diouri, responsable d'études et communications chez Inforisque, bonjour. Bonjour. Alors on attend l'arrivée imminente de Ayman Chadaghi, enseignant et président de l'association SimSim, Participation Citoyenne. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des marchés publics. À quand une répartition équitable de ces marchés entre les différents opérateurs? Le Conseil de gouvernement examine en tout cas aujourd'hui un nouveau décret modifiant et complétant le décret relatif à la Commission nationale de la commande publique. Voilà pour le sommaire. Place au débat. Alors Amine Diouri, j'ai l'impression de répéter tout le temps les mêmes chiffres, les mêmes constats, jour après jour, mois après mois, année après année. Rien ne change vraiment, ou au contraire, ça s'empire. Alors qu'est-ce que je devrais dire? Parce que moi ça fait encore plus longtemps que j'en parle. ça fait des années que j'en parle et effectivement la seule évolution majeure c'est qu'il y a quelques années quand j'en parlais personne ne faisait attention, en tout cas au niveau des pouvoirs publics. Depuis le discours de Sa Majesté la Fête du Trône il y a un an où il mettait en exergue justement les difficultés des TPME justement liées au délai de paiement, la partie publique s'est nettement améliorée. Alors officiellement les délais ont beaucoup progressé. On est passé en dessous de 60 jours de délai de paiement. Maintenant, on verra qu'effectivement sur cette... Dans le secteur public. Dans le secteur public, oui. Bien sûr. Je parle que du public. Bien évidemment, il y a encore des zones d'ombre, ce qu'on appelle aussi la zone grise, c'est-à-dire le moment où on peut déposer sa facture et à ce moment-là, le délai légal commence à courir. Mais en fait, la véritable difficulté, c'est c'est le temps qu'on met pour déposer cette fameuse facture et qu'elle soit acceptée par l'ordonnateur. Ça, c'est le côté public. Sur le côté privé, les choses, pour l'instant, n'évoluent pas trop. Alors, une chose simplement, c'est que on a beaucoup parlé de la loi 49-15 qui a été adoptée il y a maintenant plus de 2 ans. Il manquait un certain nombre d'arrêtés d'application. Il y en a un arrêté qui va être publié très prochainement, c'est sur les pénalités de retard. C'est une bonne chose, mais bon, ça ne règle pas le problème de fond, parce que le problème de fond, c'est quoi? C'est des délais qui se comptent en plusieurs mois, et d'ailleurs, il n'y a pas qu'Inforest qui le dit. Les différents organismes, sociétés qui évaluent les délais de paiement le disent, que ce soit COFAS ou que ce soit par exemple la Tijari ou d'autres organismes. Dernièrement exactement. Donc on dit tous la même chose, c'est qu'il y a au niveau du privé un gros problème de délai de paiement et que pour l'instant c'est là-dessus qu'il faut réellement se concentrer. Dans certains secteurs, on est même à 180 jours de retard de paiement. C'est quasiment invivable pour une TPE ou une PME. C'est invivable, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que les défaillances d'entreprise sont fortement corrélées au délai de paiement. Plus vous avez des délais qui s'allongent, plus vous êtes petit, évidemment, plus vous subissez. Vous avez un besoin en fonds de roulement, pour être concret, un besoin en fonds de roulement, un besoin de trésorerie qui s'accroît. Si vous n'avez pas les reins solides, si votre banquier ne vous suit pas, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, parce que le banquier, il va vous expliquer que son rôle n'est pas de financer de manière éternelle l'augmentation des délais de paiement. Si vous n'avez pas de fonds propres derrière, si vous n'avez plus de trésorerie, vous fermez. Et c'est ce qui se passe malheureusement. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui dans les chiffres de défaillance 99% de TPE, justement, qui subissent ces délais de paiement. Et l'une des principales causes plutôt des défaillances d'entreprise, ça reste les retards de paiement. Alors, statistiquement, oui, 40% des défaillances sont dues à des retards de paiement. Ouais. Alors moi, j'ai l'impression que le ministère des Finances essaie de donner l'exemple à travers les nouvelles mesures prises contre les établissements publics pour justement assainir par la suite la situation dans le secteur privé. Est-ce que c'est une idée que vous partagez également ou pas? Alors, il y a deux idées dans votre question. La première partie, oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, l'État essaye de donner le bon exemple parce qu'il faut quand même rappeler que jusqu'à présent, la question des délais de paiement, c'est une question de rapport de force avec un grand donneur d'ordre, l'État ou les grandes entreprises, et de l'autre côté, les petits, c'est-à-dire les TPME. Alors, il y a un des grands donneurs d'ordre, l'État, qui essaye de faire un peu le ménage chez lui. C'est une très bonne chose, effectivement. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, qui sont déjà en place. Je citerai pêle-mêle la plateforme Agial pour les réclamations des fournisseurs, des entreprises publiques, des comités sur les délais de paiement, comités régionaux, comités centraux, etc. L'observatoire qui est en train l'observatoire des délais de paiement qui travaille actuellement sur un certain nombre déjà évaluer de manière concrète les délais de paiement et aussi proposer un certain nombre de mesures.
Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en place actuellement, il y en a d'autres qui sont annoncées par la suite, mais c'est vrai que la question principale, et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la fin de votre question, qui est celle du privé. Aujourd'hui, voilà, on va avoir les pénalités de retard qui seront annoncées prochainement, mais la question, elle reste vraiment entière sur la question du crédit interentreprise privé-privé. Oui, ça c'est un autre sujet effectivement. C'est un autre sujet. Ça se chiffre à 400 milliards de dirhams. Exactement. Chez nous, effectivement, on parle de 423 milliards de dirhams, au-dessus du crédit bancaire, pardon. Donc oui, effectivement, c'est un chiffre qui augmente d'année en année. Alors restons dans le secteur public avant de parler des entreprises privées. Le ministère de tutelle a annoncé dernièrement une hausse des intérêts de retard de paiement. Ça passera à 6,25% à partir du 1er janvier 2021 contre 5,25% actuellement. Ça concerne uniquement les établissements et entreprises publiques. Est-ce que cette mesure peut inciter justement les entreprises et établissements publics à changer leur manière de procéder ? Alors, en tant que tel, les pénalités de retard ne vont pas modifier grand-chose sur la façon de fonctionner. Et à mon avis, il faut plutôt travailler, il faut plutôt regarder du côté des process des entreprises publiques. On sait déjà que structurellement, alors ça, il y a déjà un premier cas, c'est celle de certaines entreprises publiques qui ont structurellement des problèmes de trésorerie. L'ONE, par exemple, l'ONCF, qui ont beaucoup de mal à régler en temps et en heure leurs fournisseurs parce que structurellement, elles ont un problème de trésorerie. C'est une question essentiellement financière et économique ? Alors, il y a cette question financière et économique. C'est la question qu'on se pose effectivement il y a cette question financière et économique, mais il y a aussi une question de process. Quand je parlais tout à l'heure de zone grise, c'est-à-dire cette facture qui doit rentrer dans le circuit de paiement pour être réglée en temps et en heure, pour être réglée à 45 jours. Mais pour ça, il faut déjà que la facture soit admise. Or, et c'est la TGR qui le dit, la Trésorerie Générale du Royaume qui le dit, certaines administrations font exprès de retarder l'acceptation de certaines factures qui sont émises, justement pour que ces factures ne rentrent pas dans le circuit et soient réglées en temps et en heure. Et évidemment, ça, il y a le chiffre officiel de 60 jours, mais derrière, il y a un temps qui est beaucoup plus long parce que entre le moment où vous êtes chef d'entreprise, vous vous promenez avec l'administration pour déposer votre facture, ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire contre les récalcitrants ? Est-ce qu'il faut les pénaliser financièrement, taper là où ça fait mal, ou bien est-ce qu'il faut sensibiliser et essayer de changer les process comme vous le dites ? Alors, il y a des propositions qui sont faites qui sont intéressantes et je pense que la digitalisation justement du process permettra d'améliorer justement de voir déjà une idée plus claire sur cette zone grise. C'est-à-dire que concrètement, la facture à un moment donné, elle sera digitalisée, elle sera automatiquement incluse dans le circuit et donc s'il n'y a pas paiement, à un moment donné, les administrations devront rendre compte de ces retards. La digitalisation permettra, je pense déjà, de régler en partie ce problème. Après, effectivement, c'est tout le process en amont qu'il faudra revoir et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement qui permettra justement de voir où est-ce qu'il y a un blocage au niveau du process aujourd'hui dans le cadre des marchés publics et ce process-là il est aujourd'hui quasiment invisible pour tout le monde. On ne voit que la partie émergée qui est celle des délais de paiement. Mais tout ce qu'il y a avant qui peut prendre également beaucoup de temps, elle est aujourd'hui complètement invisible et c'est cette partie-là sur laquelle il faut travailler. Donc vous optez plus pour la sensibilisation et le travail de fond. Exactement. Sensibilisation, mais d'ailleurs le ministre de l'économie parle aussi de rendre des comptes, c'est-à-dire que chaque mois, chaque administration et entreprise doit rendre des comptes à son responsable de tutelle. Mais les mauvais payeurs doivent être pénalisés financièrement. Je veux dire, ça peut effectivement les inciter à changer leur méthode de travailler. Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour l'État, ça va lui coûter beaucoup plus cher. C'est vrai que passer de 5,25 à 6,25, effectivement, la pénalité, les intérêts supplémentaires payés... Même si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le 1er janvier 2021. Bien sûr, bien sûr. Encore une marge. Mais bien sûr, ça va alourdir les finances de l'État, c'est évident. Donc ça va pousser effectivement à régler le problème. Mais encore une fois, le public est plutôt dans une voie où on essaye d'apporter des solutions. Vraiment, la vraie question aujourd'hui, c'est celle du privé. Parce que le public aujourd'hui, quand on voit le montant du crédit interentreprise, enfin le crédit fournisseur public, à une époque avant que l'État commence à régler, on parlait de 50 milliards, maintenant ça doit être beaucoup moins. Le crédit interentreprise privé, c'est 423, donc c'est le cœur de la guerre, c'est là.
9h36 sur Atlantique, deuxième partie des Décodeurs Atlantiques, plutôt la suite des Décodeurs Atlantiques avec Ayman Charraghi qui nous a rejoint dans le studio Khadija Sifi. Bonjour Ayman. Bonjour à toutes et tous, désolé du retard. Il n'y a pas de souci, c'était le trafic Casablanca, c'est ça une fois Absolument. de plus. Alors, nous allons continuer le débat initié avec Amine Diouli. Nous avons parlé en première partie d'émission des délais de paiement, notamment dans le secteur public. Et c'est vrai que vous le disiez, c'est là où le bas blesse, c'est le crédit interentreprise dans le secteur privé. On est à quasiment 400 milliards de dirhams. C'est ce qui a été évalué pour ce crédit interentreprise. Alors là aussi, on connaît les secteurs qui sont les plus impactés. C'est le BTP, le commerce, les services dans une moindre proportion. Mais que faut-il faire là aussi? Est-ce qu'il faut sensibiliser ou sévir? Alors, je pense que la phase, on a assez, je pense, sensibilisé. On en parle depuis pas mal de temps. L'État a parlé, effectivement, a essayé de sensibiliser les entreprises, notamment publiques. La CGM a essayé également de sensibiliser, parce que je rappelle qu'elle a aussi une charte des bons payeurs. Il y a un label bon payeur de la CGM également. Alors, exactement. Alors, il y a la charte et il y a le label. Est-ce que cette politique des labels, est-ce que ça marche? Parce que ça ne concerne pas uniquement le domaine des délais de paiement, même en termes d'éco-responsabilité, on a créé un label. Est-ce que ça marche concrètement? Le fait d'avoir un label. Pour moi, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Il faut passer à un moment donné à la phase bâton. Je pense que à un moment donné, il faut sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu, parce que on va peut-être en parler, mais il y a aussi derrière cette question des délais de paiement, il y a aussi une forte question culturelle. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent que la question des délais de paiement, certaines entreprises clientes ont la trésorerie nécessaire, mais ne payent pas malgré tout parce que c'est culturel, parce que c'est comme ça. On respecte, entre guillemets, un délai de paiement qui peut dépasser plusieurs mois. Donc déjà, il y a cette question de culturel. Donc derrière le culturel, si on veut, il faut sévir à un moment donné et avoir des sanctions. Donc le culturel prend le pas sur le réglementaire, si j'ai bien compris. On a un délai réglementaire, non, quand même. Oui, mais il n'est pas respecté. Aujourd'hui, quand on voit dans les faits les chiffres, pour les TPE, on parle de 6 à 8 mois de délai de paiement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'aspect réglementaire n'est absolument pas respecté. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui doivent être mises en place, de sanctions, pour que ça devienne réellement efficace. Ayman Charraghi, vous corroborez cette réflexion, il faut sanctionner? En fait, c'est le seul moyen pour faire adhérer l'ensemble au respect de l'application de la loi. Là, je me rappelle l'exemple de la ceinture de sécurité. Il y a quelques années, le port de la ceinture de sécurité n'était pas un réflexe automatique chez les Marocains. Et à partir du moment où les autorités se sont mis en application stricte de la loi, où les policiers, les gendarmes n'épargnaient personne, et du coup, à partir du moment où on sait que la loi va être appliquée, peu importe qui nous sommes, peu importe quelle taille nous avons, les gens s'alignent en général. Il faut sévir, il faut punir. C'est comme ça que l'attitude et le comportement humain en général se dressent, si je peux me permettre l'expression. D'ailleurs, l'exemple, c'est à l'image des délais de paiement entreprise, c'est également le même phénomène que nous sommes en train de vivre en copropriété privée, par exemple, avec le syndic. Et là, nous avons effectivement des copropriétaires qui ne paient pas leurs frais de syndic pendant 1 an, 2 ans, mais qui s'alignent et qui réagissent à partir du moment où l'on entame une action en justice, où on fait un peu de shaming, un peu de chouha dans le quartier, etc. C'est là où les gens ont peur pour leur réputation au sein du quartier et par analogie aux entreprises au sein du marché. Maintenant, la question du naming and shaming, d'ailleurs, peut-être c'est l'une des actions que l'Observatoire, par exemple, des délais de paiement, peut intenter à partir du moment où il va commencer à publier, d'ailleurs, des états périodiques sur les entreprises et les EPP, les établissements et entreprises publiques, mais également d'autres par rapport à combien de temps ils mettent pour payer. Effectivement, ça permettrait de mettre un ranking, mais politiquement, est-ce que les volontés vont s'aligner? Est-ce que les gens vont être appliqués? Et est-ce qu'un petit acteur peut intenter une action en justice contre un grand client qui lui fait par exemple 80% de son chiffre d'affaires? C'est là où énormément de considérations qui ne sont plus objectives, qui sont très subjectives, qui bloquent cette question des délais de paiement. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect moral, et je déplore aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais il y a une certaine forme de banalisation de ce retard, une normalisation avec le retard, et que parfois, oui, c'est les normes, en général, on ne paie pas nos fournisseurs 4 mois, 5 mois, c'est les règles de la maison, c'est comme ça, alors qu'effectivement, l'entreprise dispose de la trésorerie, dispose du cash nécessaire pour honorer ses engagements. Alors, Amine Diouli, dans le secteur privé, il y a aussi
aussi le rôle du patronat de la CGM qui a un rôle à jouer justement dans cette problématique des délais de paiement. Mais on remarque que le patronat s'efface un petit peu quand il s'agit de régler cette situation. Est-ce qu'il a aussi les moyens de faire pression sur Je suis pas complètement d'accord. Le patronat joue son rôle, c'est celle de faire des propositions. Maintenant, adopter justement des mesures, ce n'est plus son rôle. Elle fait des propositions, après c'est à l'État d'adopter. Je vais vous dire une chose. Eyman l'a très bien dit d'ailleurs. La question des délais de paiement, c'est une question de rapport de force entre un petit et un grand. Et un gros. Si on veut déjà commencer à régler un peu les choses, il faut qu'il y ait une sorte d'arbitre indépendant au milieu qui sanctionne le gros. C'est ce qui se passe en France avec la Direction Générale de la Répression des Fraudes, qui va sanctionner les grandes entreprises et qui va même afficher leur nom sur le site du ministère de l'économie et qui va leur mettre des pénalités pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros. Qui peut le faire à part l'État ? La CGM ne peut rien faire là-dessus. C'est l'État, c'est à l'État de décider justement de désigner un organisme indépendant, de mettre des pénalités aux entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu. Il y a une deuxième chose aussi qui est profondément injuste dans ce système des délais de paiement. C'est qu'aujourd'hui, comptablement parlant, vous ne payez pas. Vous êtes un client, vous ne payez pas votre fournisseur en temps et en heure. Mais vous avez une charge. Vous la déduisez fiscalement, donc vous payez moins d'impôts dessus, malgré le fait que vous ne le payez pas. Il faudrait faire un système pour lequel justement cette charge ne soit plus déductible à partir du moment où vous avez dépassé un délai légal le délai légal de paiement, par exemple. Et inversement, celui qui doit recevoir l'argent et qui ne le reçoit pas, c'est-à-dire le fournisseur, il est pénalisé parce qu'il paye le chiffre d'affaires est considéré comme un produit, donc il paye aussi de l'impôt dessus. Donc il y a un système aujourd'hui qui est un peu injuste et qui pénalise le fournisseur et qui est plutôt favorable aux clients mauvais payeurs. Donc déjà, il faut également revoir fiscalement ces aspects-là. Et évidemment, l'État a évidemment son rôle à jouer dans ces questions-là. Et dans le secteur privé, notamment auprès des TPE, des PME, il y en a aussi qui disent que sanctionner des structures qui sont déjà dans une situation financière assez délicate, ça ne réglerait pas le problème à terme. Alors oui, là on parle d'un cas spécifique, effectivement, des entreprises qui sont déjà en difficulté, mais pourquoi elles sont en difficulté? Il faut aussi voir pourquoi. Si elles sont dans un secteur qui est structurellement, qui a une conjoncture difficile, effectivement, il faut peut-être analyser ce secteur, mais si elle subit elle-même les conséquences de mauvais paiements et qu'elle le fait subir ensuite à son client, il faut remonter toute la chaîne des délais de paiement, toute la chaîne d'entreprise, et c'est justement en sévissant un petit peu qu'on réglera toute la question la question du paiement sur toute la chaîne de valeur. Eyman Chalagui, pour conclure sur cette question. Pour conclure, je dirais que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est 40% de notre PIB qui circule, qui flotte en termes de crédit interentreprise. 40 milliards de dollars, c'est pas rien, c'est 40% de notre PIB. C'est donc le premier financeur de l'économie, c'est pas les banques, c'est pas les sociétés de crédit, mais c'est les entreprises entre elles-mêmes. Et arriver à ce point où nous avons énormément d'opportunités de décollage économique que nous ratons, parce qu'effectivement, les entreprises ne sont pas à un niveau de visibilité, à un niveau de clarté par rapport au fait de quand est-ce qu'ils vont recevoir leur argent. Ça impacte les décisions d'investissement, ça impacte les décisions de recrutement, ça impacte la relation avec le fisc, ça impacte la visibilité à long terme. Et raison de plus où l'on voit qu'il y a certains secteurs qui cannibalisent d'autres, il y a d'autres qui partent sur d'autres secteurs parce que dans le secteur en question, il y a énormément de retard de délai de paiement. Et en fait, lorsque nous y pensons plus profondément, le rôle primordial de l'État joue son rôle. Déjà en tant qu'exemple pour être un très bon payeur. Deuxièmement, en tant qu'agent de régulation pour sévir. Et troisièmement, en tant qu'agent social, je dirais parce qu'il y a un droit presque constitutionnel qui est celui du remboursement du crédit TVA. À partir du moment où l'entreprise a un excédent, chez l'État, que l'État doit rembourser à l'entreprise. Donc l'écosystème, à mon avis, on trouve que le rôle de l'État est primordial dans tous les angles d'attaque et d'analyse du sujet. À partir de ce moment-là, le décideur doit avoir beaucoup de courage politique, parce que l'histoire nous l'a montré, lorsqu'on veut, on peut. Et à partir du moment où on n'a pas pris une décision plus au sommet de régler le problème, et apparemment, effectivement, Amine l'a dit au début de l'émission, il y a un an à peu près, le discours de Sa Majesté, le 20 août 2018, par rapport à l'urgence de tacler
le sujet, à part la circulaire et le décret de Ben Chaboun, il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans ce sens. Alors nous allons parler d'un deuxième sujet, et là aussi il y a pas mal de choses à dire. Nous allons parler dans quelques instants de la commande publique et des marchés publics au Maroc, mais ce sera juste après plutôt, la séance coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Alors je commence par vous, Amine Diori, vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule ce matin? Alors moi, ce sera un coup de gueule. Au début mai, il y avait eu les assises de la fiscalité. Donc, avant ces assises, on avait beaucoup d'attentes, on espérait beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations, notamment en matière d'équité fiscale. Et entre-temps, donc, est sorti de nouveaux chiffres qui, pour moi, sont absolument sidérants. Quand on le voit, c'est-à-dire qu'on parle des chiffres de la DGI qui parlent de plus de 170 000 entreprises qui ont déclaré en 2018 un résultat nul ou déficitaire. C'est absolument sidérant, c'est-à-dire que plus de la moitié de et de manière en plus structurelle, c'est-à-dire que chaque année ces entreprises perdent de l'argent. Ça veut dire qu'on continue à fonctionner sur un système où quelques entreprises continuent à payer pour l'ensemble du système et à financer l'ensemble de nos ressources étatiques. Quelques entreprises payent pour tout le monde et je trouve ça tout à fait injuste. Et là pour le coup il faut sévir, il faut plus sensibiliser. Il faut sévir effectivement. Sur un total de combien? On parle de 350 000 sociétés actives et la moitié... C'est la moitié presque. Ouais. Wow. Bon. Ayman Charragui, un coup de cœur ou un coup de gueule? Pour compenser un peu, c'est un coup de cœur sur tout un autre registre. Ça fait 2 semaines que je suis tombé amoureux de l'idée de l'entreprise d'un entrepreneur marocain à la Silicon Valley. C'est Othman Laraki, l'entreprise s'appelle Color Genomics et ils sont en train en fait, Othman et ses équipes voient le corps humain comme un grand dépôt de données et à travers l'analyse d'un échantillon génétique, ça peut être de la salive, du sang, etc. Ils arrivent avec ces équipes à prédire avec un pourcentage et un intervalle de confiance les probabilités d'être atteint d'un cancer et où et à quel âge. Et là, ils sont en train d'avoir une croissance extraordinaire à la Silicon Valley. C'est vraiment de l'intelligence artificielle, de la big data, des mathématiques appliquées, de l'informatique décisionnelle énorme. Et nous devons être fiers de on espère aussi qu'il reviendra au Maroc pour nous faire profiter de ces avancées technologiques. Deuxième partie des décodeurs atlantiques, deuxième sujet, la commande publique. À quand une répartition équitable des marchés? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Alors le Conseil de gouvernement va examiner aujourd'hui un nouveau projet de décret qui modifie et complète le décret initial relatif à la Commission nationale de la commande publique qui a été installée l'année dernière. Alors depuis son installation, cette commission s'est donnée comme principal objectif d'encadrer la commande publique. Mais là aussi, plusieurs opérateurs, plusieurs acteurs se plaignent de la même chose, c'est qu'il y a un manque de transparence totale dans ce secteur de la commande publique. Comment vous expliquez justement qu'en 2019, il y ait encore des zones d'ombre dans l'attribution des marchés publics? Amine Diori. Oui, effectivement. Et puis je mettrai cette question en corrélation avec un autre aspect important, c'est-à-dire que sur les marchés publics, on a longuement parlé à une époque d'attribuer des marchés aux PME à hauteur de 20%, avec aussi la question de la préférence nationale. Aujourd'hui, on n'a aucun chiffre qui permette d'étayer si effectivement on atteint cet objectif de 20%. Je crois que ça a été même relevé à 30% dernièrement. Alors 30% en intégrant les auto-entrepreneurs et les coopératives. Ouais. Effectivement. Mais bon, effectivement, on n'a pas de données qui permettent justement d'étayer ce qui a été décidé il y a plusieurs années. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant quand on veut analyser une situation et qu'on n'a pas la transparence nécessaire, qu'on n'a pas les éléments nécessaires pour justement voir ce qui peut être amélioré ou pas. Honnêtement, en matière d'éléments publics, c'est un peu gênant quand même. Ayman Charragui. Effectivement, la loi est là, les décrets sont là, mais la transparence, je dirais que c'est une transparence pré-opération. C'est-à-dire que sur le site marchépublic.ma, nous avons effectivement les détails, les cahiers de charges, les CPS de toutes les commandes publiques, mais à partir du moment où le comité et le jury se réunissent pour l'ouverture du pli, qu'une décision est prise, en général, il y a un PV qui se dresse pour dire quelle solution, quel prestataire a été choisi, mais la décision
comment est-ce qu'elle a été prise, l'argumentaire derrière pour les soumissionnaires qui n'ont pas eu accès à la commande publique et ne savent pas pourquoi leur offre a été rejetée. Et même en général, c'est demande de feedback pour améliorer leurs prestations la prochaine fois. Et ils ne reçoivent pas de feedback parce que le jury pense que son travail est terminé à partir du moment où il décide sur la commande. Et là, la loi peut être encore plus précise et il peut forcer vers plus de transparence. C'est que également par la suite, faire un état d'avancement des commandes publiques qui ont été attribuées, est-ce qu'ils ont été faits ou pas, est-ce qu'ils ont été accomplis, à quel pourcentage, et avec également leur attestation de livraison, avec les bons de livraison qu'elle est en main reçue. Et là, il n'y a pas de transparence, ce qui parfois décourage certaines personnes et certaines entreprises par rapport à l'éventualité d'aller à l'aventure jusqu'au bout. Mais ce qui est, à mon avis, une très bonne chose dernièrement, maintenant reste l'applicabilité, c'est effectivement l'inclusion des auto-entrepreneurs et des coopératives et le fait d'imposer aux donneurs d'ordre d'allouer un montant du budget prévisionnel de la commande à ces petites entités. Après, il faut voir aussi si c'est respecté à la lettre. D'ailleurs, est-ce qu'on a des mécanismes justement de contrôle? Est-ce que ce serait le rôle éventuellement de cette Commission nationale de la commande publique de suivre comment sont répartis les marchés publics? À un moment donné, effectivement, ça complète ce que je disais en tout début, c'est que l'État devra rendre des comptes sur justement ce pourcentage qui doit être alloué aux auto-entrepreneurs et aux coopératives. Il y aura normalement des pourcentages d'ici un an qui seront publiés là-dessus. Maintenant, je pense que la question, elle est un peu plus complexe que cela, parce qu'on peut effectivement décider que 10% de marchés peuvent être alloués, mais quand on met en compétition une toute petite entreprise qui fait 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires avec une grande entreprise qui fait 100 millions, ou voire plus, évidemment, la concurrence, elle est un peu déloyale, ne serait-ce qu'en termes de ressources humaines, financières, etc., etc. Donc, évidemment, si on veut... Même pour l'État qui veut octroyer le marché, on peut se mettre à la place du donneur d'ordre qui se dit, moi, je préfère une grande structure qui sait faire les choses et qui a les moyens de les faire convenablement. Exactement. Et c'est pour ça que si on veut donner une part justement aux auto-entrepreneurs et aux coopératives, il faut peut-être penser au système de lotissement des marchés, les attribuer justement spécifiquement aux... Fragmentation du marché public. Ouais, exactement, ou de la sous-traitance de marchés globaux, sous-traitance attribuée aux TPE et aux auto-entrepreneurs. Mais avant cela, il y a quand même une question qui malheureusement n'est pas encore assez bien posée, c'est-à-dire que oui, on veut attribuer, mais de l'autre côté, il y a un système de classification défini par le ministère de l'Intérieur. Donc en fait, c'est un système de règles qui dit que par exemple dans le secteur du BTP, si vous voulez pouvoir concourir à un marché public, il faut que vous soyez classifié. Pour cela, si pour un montant de chiffre d'affaires, par exemple de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, il faut que vous respectiez une masse salariale de 15% de votre chiffre d'affaires, il faut que vous ayez un minimum de capital social de temps. Et évidemment, si vous respectez ces règles, logiquement, vous avez un marché potentiel qui est gigantesque, mais quand vous utilisez ces règles, vous vous retrouvez avec un tiers d'entreprises qui sont réellement éligibles au marché public. Donc à un moment donné, il faut peut-être être cohérent et revoir ces règles de classification. Donc les petites structures sont exclues. De fait. Quand vous demandez un pourcentage de la masse salariale, ce que je comprends, je peux aussi comprendre le fait que justement par rapport à certains marchés, il faut des compétences spécifiques, il faut des ingénieurs, il faut des ressources humaines, il faut des ressources financières. Ok. Mais quand on demande beaucoup de choses à une TPE, vous pouvez être sûr qu'elle ne pourra pas répondre à toutes les classifications demandées. Exact. Alors, Ayman Charaghi, il y a aussi une nouveauté dans cette Commission nationale de la commande publique, le fait d'intégrer des représentants du secteur privé, des entrepreneurs, des chefs d'entreprises, de PME. Est-ce que ça peut modifier quelque peu la donne, inverser la tendance en termes d'octroi des marchés publics aux petites structures, aux PME, aux TPE? Mais énormément, pour faire du lobbying, pour faire du forcing et pour faire de la sensibilisation par rapport à ce point d'ailleurs justement relevé par Amine, qui est celui de... parce que par voie de répétition, par manque de créativité, par manque effectivement carrément de compétences des ressources humaines au niveau des ministères et des établissements publics, les modèles des cahiers de charges et des CPS en général ils sont dupliqués et on ne prend pas en considération les spécificités de la PME, les spécificités des petits acteurs et on instaure un certain nombre de règles discriminatoires et auxquelles aucune PME et aucun petit entrepreneur ne peut faire face. Et donc, aller vers une sorte de simplification et de discrimination positive au profit de la PME, qui est quand même 95% de notre tissu économique. Et du coup, il est encore presque, à mon avis, inconcevable que la commande publique ne puisse servir
que 5% et jusqu'à 10% de notre tissu économique, surtout dans des secteurs qui sont comme le BTP, qui, je pense, 80% de son chiffre d'affaires émane exclusivement de la commande publique. Et un autre point, je suis dégoûté personnellement, et ça n'engage que moi, de voir que pour des marchés publics de 400 000 dirhams, 500 000 dirhams, 600 000 dirhams, et on voit de grands groupes en train de postuler, de soumissionner pour cela, c'est inconcevable. Et du coup, certains lots de commandes publiques inférieurs à 500 000 et 400 000 et doivent être exclusivement réservés à de très petites entreprises ou à des auto-entrepreneurs, par exemple. C'est à partir de là que l'on va faire éclore un écosystème de petites structures qui travaillent avec l'État, qui vont grandir et qui vont scaler jusqu'à avoir une taille critique qui leur permettrait encore d'aller plus gros. Mais sinon, on ne peut pas ouvrir le même marché public aux grandes entreprises, aux petites, aux entrepreneurs, et réfléchir en termes de... Il faudrait inclure les autres entrepreneurs et les coopératives dans la réflexion en tant que sous-traitants. Et pourquoi ne pas carrément donner toute une commande publique inférieure à 400 000 à 300 000 à de très petites structures? Alors donner tout un marché public à des petites structures, ou bien, comme vous le disiez, sous-traiter, intégrer et les grands et les petits dans un même marché public. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de réflexion pour inverser la tendance ? En tout cas, je pense qu'effectivement le lotissement des marchés publics, c'est à mon avis l'outil le plus intéressant justement pour inclure directement les TPE, PME sur la commande publique. Maintenant, c'est vrai aussi, alors Eman l'a très bien dit, pour des très petits montants. Aujourd'hui, par exemple, pour des montants de moins de 200 000 dirhams, on n'a pas besoin de faire d'appel d'offres pour les marchés publics, ça passe directement par un bon de livraison. Mais du fait du système de classification, même pour des commandes de moins de 200 000 dirhams, les TPE ne peuvent pas concourir. Donc on exclut les grands groupes des marchés à petits montants. Je pense qu'effectivement, il faudrait avoir le courage de le faire. Allez-y, pour conclure, ça existe dans certains pays, ce qu'on appelle le open contracting. Et là, c'est le système électronique de passation des marchés. C'est même pas un jury qui se réunit. C'est un algorithme. C'est de l'intelligence artificielle. Et là, ça, je sais que c'est de la science-fiction ce que je suis en train de dire, mais si on veut au moins démarrer, comme j'ai dit, le marché public.ma, c'est post-opération, et si on avait quelque chose inter, au lieu de réunir le jury, ouvrir les plis, et si on laissait un système de ranking s'établir automatiquement, et par la suite un jury pour décider, vu les résultats de ce que donne le système, de ce que donne l'algorithme, ça pourrait donner... Cette donnée sûrement va être beaucoup plus transparent, va donner de la visibilité aux acteurs par rapport à leur ranking, et il saura que il peut compter sur cette commande dans le cadre de ses prévisions financières ou pas. C'est un pas vers la transparence, le open contracting, où tout le monde sait le ranking de son offre avant la réunion du jury qui va statuer là-dessus. Peut-être pas dans un avenir proche, mais effectivement, c'est une idée à méditer. Et pourquoi pas, d'ici quelques années... Lorsqu'on veut, on peut. On verra. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Amin Diouri, Ayman Charragui. Au plaisir de vous retrouver très vite sur Atlantique. Dans quelques instants, la suite de vos programmes. Le retour de l'information avec Mourad Baba à 10h. Excellente fin de matinée à l'écoute d'Atlantique.